Ce week-end, la Maison de l'Europe en Limousin a installé un village européen et fête l'Europe ici, place de la Motte à Limoges, à l'occasion de la fête de l'Europe officiellement le 9 mai prochain, lundi prochain, célébrée par tous les pays de l'Union européenne. L'occasion de proposer au public des activités, des événements dans l'objectif de rapprocher l'Europe et ses citoyens et ses peuples entre eux. Entre autres rendez-vous qui vous sont proposés à l'occasion de cette fête de l'Europe à Limoges, cette émission de radio retransmise en direct jusqu'à 17h sur deux radios associatives du groupement Les Radios Associatives en Limousin, RTF 95.4 à Limoges et Émergence FM 93.7 à Limoges également. Pendant cette émission d'une heure, nous allons nous intéresser à l'Europe, bien évidemment, mais plus particulièrement à celle de la jeunesse. Quelle perspective d'avenir pour la jeune génération, quel futur pour eux en Europe? Nous tenterons d'y répondre avec Lucille Valadas, présidente de la Maison de l'Europe en Limousin. Nous parlerons ensuite de la mobilité étudiante européenne avec l'aimable participation de Martina Massoli, actuellement en service volontaire européen au CRIJ à Limoges. Puis de nous intéresser en conclusion de cette émission sur Erasmus Jeune Entrepreneur et également sur un sujet d'actualité en compagnie de Martin Forst, qui est actuellement directeur international et Europe de la Chambre de commerce et d'industrie du Limousin. C'est Éléonore qui mènera cet entretien. À ce propos et à propos du Brexit, qu'est-ce que c'est? Comment bien comprendre la situation, les pour, les contre? Pourquoi la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne? Quelles conséquences? Éléonore et Martin Forst vous répondent à la fin de cette émission. Bienvenue à vous, chers Européens, pour cette émission spéciale à l'occasion de la fête de l'Europe. Nous sommes tous pendant une heure dans le même panier. Jusqu'à 17h, place de la Motte à Limoges, retransmise en direct sur RTF 95.4 et sur Émergence FM 93.7. Ville nyctalope, ville polyglotte, ville stéthoscope, Bruxelles, capitale de l'Europe. On entame cette émission avec ce titre plutôt à propos de Juda Varski, Bruxelles, capitale de l'Europe. Cette émission avec ce titre plutôt à propos de Juda Varski, Bruxelles, capitale de l'Europe. Toi, ville nyctalope, tu sais voir l'espoir. Bruxelles, capitale de l'Europe. Toi, ville crotte de Fallope, tu fais jaillir la ville de l'Europe. Bruxelles, capitale de l'Europe. Aux portes de la Flandre, toi, ville polyglotte, je t'aime dans les deux langues. Bruxelles, capitale de l'Europe. Je reviendrai te voir, heureux, oui, comme Ulysse, toi, fille Pénélope. Et je verrai la toile en m'attendant tu dis, Bruxelles, capitale de l'Europe. Oui, dès que nous trouver, si grand es-tu bonheur, toi, capitale de l'Europe. Fugeant par des bateaux. Bruxelles, ville stéthoscope. Toi qui suis inspiré de ce beau chant d'amour, a dit quelqu'un à chaque rêve. Aujourd'hui, je te déclare ma flamme à mon tour. Capitale de l'Europe, Bruxelles.
tient par la main, mais se séparent pourtant. Et si le divorce un jour est prononcé, l'appel des entendus, les enfants dispersés, moi je vais penser cette ville dure, les belles, la capitale de l'Europe. Bruxelles. De retour, place de la Motte, à l'occasion de la fête de l'Europe ce week-end à Limoges. Nous sommes en direct du village européen installé par la Maison de l'Europe en Limousin et en direct sur RTF 95.4 et sur Émergence FM 93.7 jusqu'à 17h. Je salue nos invités pour cette première partie de l'émission. Lucille Valadas, qui est présidente de la Maison de l'Europe en Limousin. Bonjour. Bonjour. Et Martina Masselier, actuellement en service volontaire européen au CRIJ à Limoges. Avant de rentrer dans le sujet qui nous occupe cet après-midi et pour introduire cette émission, je vous propose, si vous le voulez bien, Lucille Valadas, pour commencer, une présentation de la Maison de l'Europe en Limousin. Oui, alors, la Maison de l'Europe en Limousin est une association, loi 1901, qui existe depuis 1993 et dont le but essentiel est d'informer le public par rapport à tout ce qui se passe dans l'Union européenne. Informer, ça veut dire à la fois distribuer de la documentation que nous recevons notamment de la Commission européenne et du Parlement européen, parce qu'il faut rajouter que nous sommes Maison de l'Europe, mais aussi Centre Europe Direct, ce qui signifie que nous avons un label qui a été accordé pour 5 ans, donc jusqu'à fin 2017, par la Commission européenne. Et grâce à cela, nous avons beaucoup de documentation et un peu d'argent. Une offre de documentation éducative, pédagogique et citoyenne. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça veut dire quoi une journée de l'Europe précisément et comment fêter cette journée? Alors, la journée de l'Europe, donc c'est normalement le 9 mai. Lundi. Oui, donc lundi, donc forcément un lundi pour faire la fête, place de la Motte, ça n'aurait pas été très facile. Parce que le 9 mai 1950, M. Schuman a fait une déclaration pour la création de ce qu'on a appelé plus tard la CECH, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et en 1985 et 86, il a été décidé au niveau du Parlement européen que cette date du 9 mai serait le point de départ finalement de la construction européenne. Donc, depuis 30 ans maintenant, on fête le 9 mai. Voilà. Donc, organiser un événement comme celui-ci, c'est l'occasion de nombreuses festivités, mais aussi de nombreuses activités. Oui, on veut essayer effectivement de montrer que l'Europe, ce n'est pas seulement Bruxelles ou Strasbourg, ce ne sont pas seulement des lois qui parfois sont jugées contraignantes, mais également quelque chose de ludique qui est fait, comme vous le disiez en introduction, pour rapprocher les peuples entre eux. Et j'en tiens pour symbole ce qui s'est passé hier soir au moment de l'inauguration, lorsque nous avons fait jouer l'hymne européen et où tous les gens sur la place, qu'ils soient allemands, croates, polonais, français aussi évidemment, se sont pris par la main et ont formé une magnifique ronde là, tout autour de la place. L'amitié entre les peuples, voilà, c'est cela. Et c'est ce que nous voulions montrer. Alors, ce dont on parle aujourd'hui dans cette émission, ce sont surtout des questions qui préoccupent la jeunesse européenne, le chômage des jeunes et les perspectives pour la jeune génération. Quel est votre sentiment concernant cette Europe du futur? Cette Europe du futur, elle sera ce que les gouvernants voudront en faire. Parce que nous, en tant que citoyens, nous avons à influer grâce à nos votes pour le Parlement européen. Mais il faut bien savoir aussi que les décisions sont prises par les ministres des différents pays, également impulsées par les gouvernants au sein du Conseil de l'Europe, du Conseil européen, pardon. Et donc, forcément, si les gouvernants vont à reculons vers l'Europe, elle ne pourra pas avancer. Et c'est un petit peu ce qui se passe, même beaucoup ce qui se passe à l'heure actuelle. Comment se mobiliser autrement le reste du temps parce que là, tout est officiel, mais une fois que la fête est finie. Une fois que la fête est finie, eh bien, je pense que c'est un engagement au quotidien, comme nous vivons à la Maison de l'Europe, avec des bénévoles, avec des jeunes. Nous avons deux jeunes en service civique. Nous avons régulièrement des stagiaires aussi
allemands, italiens, espagnols, qui viennent en France pour améliorer leur connaissance sur le français, mais également pour qu'on se rencontre et pour qu'on travaille ensemble. C'est un début de travail ensemble et je trouve que ça, c'est très fort. Alors justement, vous faites très bien la transition, Lucille Valadas, puisque tout de suite, nous passons au sujet principal de cette émission spéciale à l'occasion de la Fête de l'Europe, les programmes d'échange européens avec la participation de Martina Massoli, d'origine italienne. Vous avez été volontaire en service civique à la Maison de l'Europe en Limousin jusqu'à l'année dernière et vous êtes actuellement en service volontaire européen au CRIJ à Limoges. Le CRIJ, c'est le Centre d'information jeunesse. Depuis les années 1970 et plus encore avec le lancement du programme Erasmus en 1987, l'Union européenne incite les jeunes à effectuer un ou plusieurs séjours de mobilité en Europe. Plusieurs outils permettent ainsi à tout un chacun de partir à l'étranger pour suivre une année universitaire, faire un stage ou même créer son entreprise. Comment procéder, où partir, quelles sont les choses à savoir avant le grand départ? On en parle. Tout de suite, Martina, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ce programme Erasmus+, et les objectifs d'un programme d'échange comme celui-ci? Oui, bonjour tout le monde déjà. Alors Erasmus+, en fait, c'est les programmes européens pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. C'est un nouvel programme qui est rentré en vigueur en fait le 1er janvier 2014 et qui est inscrit dans la stratégie Europe 2020. Et donc c'est pour ça que la programmation durera jusqu'à 2020. Alors, quels sont les objectifs principaux du dispositif? Vous l'avez déjà dit, en fait, c'est favoriser la mobilité des jeunes en Europe. On ne peut plus dans les détails. En fait, les buts, c'est celui de renforcer les compétences des jeunes pour une meilleure employabilité, pour eux déjà. Pouvoir donc soutenir aussi après l'innovation au sein d'établissements et d'organismes d'éducation et des formations en favorisant donc la coopération entre pays européens et non européens. Et en dernier, si vous voulez, promouvoir des outils européens de reconnaissance et de validation des compétences. Alors, qui peut partir? Qui peut participer à ce programme d'échange Erasmus+? Alors, il faut savoir en fait qui est tout public, si vous voulez, on va dire un peu tout public et intéressé. Mais les étudiants principalement inscrits dans leur établissement, dans un établissement si on supérieur. prend en considération les volets formation, c'est-à-dire il faut faire quand même la précision, déjà à dire qu'Erasmus+ s'articule autour des 3 actions clés et qui donc après chaque action clé a 2 volets, un volet formation qui est géré justement à Paris au niveau de l'Agence nationale Erasmus+, France, éducation et formation, et un volet jeunesse qui est par contre géré par Erasmus France, éducation, jeunesse et sport. Alors, la durée des séjours varie de 3 à 12 mois. La sélection se fait sur dossier. Voilà, oui, si, c'est ça. Quel type de dossier? C'est un dossier que l'étudiant en fait doit Parce que généralement, quand on dit dossier, ça fait peur. Alors normalement, ça peut décourager. Normalement, les dossiers pour une mobilité des étudiants, que ce soit pour la poursuite des études, que ce soit pour un stage en entreprise, disons, c'est assez facile à remplir. Disons que si l'établissement permet un échange Erasmus pour l'étudiant, ça veut dire qu'ils ont déjà signé quand même une carte, une convention Erasmus avec d'autres établissements, avec d'autres pays européens. Donc, les dossiers, ça s'est rempli, disons, assez facilement. Après, bien sûr qu'il faudra que les étudiants prennent contact avec les relations internationales de son établissement et plus précisément avec la composante relations internationales et de sa faculté. Madame Valadas? Oui, je voulais rajouter qu'il est très important, je le signale notamment pour les étudiants français qui veulent partir à l'étranger, de se renseigner auprès de leur université pour savoir avec quelles autres universités elles sont appareillées, elles ont un partenariat. Hein, parce que plusieurs fois, on a vu des jeunes qui voulaient partir et qui se rendaient compte que l'université de Limoges, par exemple, n'était pas du tout partenaire. On ne peut pas choisir son université d'arrivée, d'accueil. Non, c'est en fonction de partenariat, en fonction de l'université dans laquelle on est inscrite au départ. Voilà, donc ça, je crois que c'est très important à souligner. Il me semble aussi que l'étudiant qui participe à ce programme d'échange Erasmus+, a aussi à la fin
acquièrent une validation de la formation suivie à l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est justement ça l'avantage, c'est-à-dire que l'étudiant a la certitude que les examens qu'il passe dans les pays étrangers ou justement les mois des stages ou des formations soient après reconnus et validés au 100% par son établissement français une fois qu'il sera rentré en France. Alors, ça prend en compte également le système européen de transfert et d'accumulation de crédits. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est-à-dire que les universités européennes... Quand on a été étudiant ou quand on l'est, on l'a sur notre relevé de notes. Voilà, c'est-à-dire que les universités européennes cherchent justement à pouvoir uniformiser, si vous voulez. Et donc, la chose, c'est ça, c'est que si moi je vais quelque part à l'étranger pour pouvoir poursuivre mes études, je suis sûre, certain qu'il y a une équivalence. Il y a une équivalence, mais c'est justement ça, important, pouvoir remplir bien son dossier avant de partir, parce que justement, il faut quand même être sûr avant de partir que les examens qu'on ira passer et réussir dans les pays étrangers soient après reconnus et acceptés par les professeurs en fait, de l'établissement. Si on a besoin d'aide pour remplir ce dossier, à qui on peut s'adresser? On s'adresse justement à plein de gens. Au CRIJ, à la Maison de l'Europe, c'est possible. À son université. À son université. Donc, on s'adresse plutôt à l'université parce que, disons, sûrement, ils ont les connaissances et les compétences pour pouvoir répondre à des questions plus précises et plus détaillées. Nous, de toute façon, ce qu'on peut faire, c'est justement les adresser, les orienter vers, comme je disais tout à l'heure, la composante relations internationales de l'établissement. Ou sinon, à l'université de Limoges, sachez qu'il existe un pôle international où ils font quand même de la mobilité entrante et sortante qui donc peuvent déjà donner un premier niveau d'information. Il y a des interlocuteurs formés pour ce genre de choses. Quels sont les avantages de participer à un programme d'échange Erasmus+, comme la gratuité des droits d'inscription, entre autres? Alors, oui, la question de la gratuité, il faut, disons, faire attention, c'est-à-dire que les études, oui, bien sûr, c'est gratuit, mais dans la mesure où, l'étudiant est inscrit d'abord dans l'établissement français. Donc, c'est pour ça qu'après, une fois que l'étudiant est à l'étranger, il n'a pas des frais d'inscription à payer, parce que justement, ça fonctionne sur les principes de l'échange entre les deux établissements. L'avantage est déjà économique, parce qu'après, il faut quand même se rendre compte que les études supérieures en Europe peuvent être très chères. Disons qu'ici en France, vous avez la chance d'avoir des études supérieures qui sont suffisamment économiques, je pourrais dire, pour les étudiants. Ce qui n'est pas le cas, je dirais, tout simplement dans un pays comme l'Italie. Donc déjà un avantage économique. Alors après, comme on dit, c'est l'avantage que sa formation soit reconnue et validée, et ce qui n'est pas négligeable non plus. Et bien sûr, après, tout l'aspect personnel est quand même personnel. Alors, il y a également une allocation de mobilité qui n'est pas systématique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Une allocation mobilité, c'est-à-dire que l'étudiant, une fois qu'il a eu son dossier, qu'il a rempli son dossier, donc on lui donne l'OK pour pouvoir partir, il aura justement une bourse qui lui permettra disons, se débrouiller dans la vie Elle varie de 250 à 500 euros par mois. C'est en fonction de quoi? Alors, ça dépend de la destination, en fait. D'accord. Disons que la Commission européenne, en collaboration avec la région, anciennement, c'était la région Limousin, à partir de janvier de cette année, ce sera ALPC. Ils définissent en fait un montant qui varie selon la destination, c'est-à-dire qu'il y a certains pays d'Europe qui sont reconnus un peu parmi les plus chers, et donc pour ceux, il y aura une bourse sûrement un peu plus élevée, et pour des pays qui sont un peu moins parmi moins les pays riches, les plus chers et parmi les pays les moins chers, sans vouloir faire trop. Alors, parmi les plus chers, il y a quand même Allemagne, France, Italie. Il y a quand même l'Italie, Angleterre, Royaume-Uni plus précisément. Et parmi les moins chers, c'est plutôt les pays de l'Europe de l'Est, si vous voulez, un peu les pays baltiques, comme par exemple Lituanie, Lettonie. Mais c'est aussi pour les élèves, les étudiants en situation de handicap, l'occasion de bénéficier aussi d'une bourse supplémentaire. Oui. Non, oui, vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, justement, les buts du dispositif, c'est aussi celui de permettre
permettre à tout jeune, en fait, à tout jeune, indépendamment aussi de leur diplôme ou de leur formation, de leur expérience aussi, et donc aussi de leur situation économique, sociale ou n'importe disons laquelle, de pouvoir partir et de pouvoir bénéficier. Sûrement, alors après, dans ce moment-là, je pense par exemple au volet jeunesse avec les services volontaires européens, ça s'ouvre aussi aux handicapés, disons que ce sera une mobilité qui sera un peu plus courte, bien sûr, disons, parce qu'on comprend aussi après que pour peut-être une personne en difficulté, c'est pas forcément évident de pouvoir bouger ou rester à l'étranger. Mais c'est possible. Mais c'est tout à fait possible. Au contraire, il y a des associations, des structures qui encouragent ça. Juste après une pause musicale, nous parlerons plus spécialement et toujours au sujet de la mobilité européenne, du service volontaire européen. Ce sera juste après Camp Claude et le titre In the Middle. Juste après une pause musicale, nous parlerons plus spécialement et toujours au sujet de la mobilité européenne, du service volontaire européen. Ce sera juste après Camp Claude et le titre In the Middle. I don't think I'm able to escape from you, but I know we're broken. I don't think I'm able. We are broken too. To escape in the middle of an empty room. 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 In the middle. That they're just waiting, but everyone you know now is everyone you're hating. When I saw you standing in the middle of an empty room, I think I heard you whisper, they are coming De retour au cœur du village européen mis en place par la Maison de l'Europe en Limousin à l'occasion, ben oui, voilà les langues de belle-mère, à l'occasion de la fête de l'Europe, ici place de la Motte à Limoges jusqu'à ce soir. Et on vous propose cette émission spéciale cet après-midi jusqu'à 17h sur RTF 95.4 et sur Émergence FM 93.7 autour de la jeunesse européenne.
des programmes d'échange et de la mobilité proposés par l'Europe. Nous aborderons également en fin d'émission un sujet d'actualité, le Brexit. Passons tout de suite, Martina, au service volontaire européen. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les services volontaires européens, c'est un dispositif qui a été mis en place par la Commission européenne. Il faut déjà préciser, enfin par la Commission européenne, par l'Union européenne, qui cette année 2016, en fait, c'est les 20 ans du service volontaire européen. Donc ça existe déjà depuis longtemps. Ça existe déjà depuis longtemps. À l'heure actuelle, il s'inscrit en fait dans les volets jeunesse de l'action clé 1 du programme Erasmus+. C'est intégré dans le programme Erasmus+, dont on vient de parler à l'instant. Voilà, donc il ne faut pas confondre les deux choses. C'est-à-dire que SVE, c'est à l'intérieur des Erasmus+, il y a les paquets plus grands qui comprennent tout. Alors, c'est un dispositif en fait qui favorise la mobilité. Dans quel sens ? Au sein de l'Union européenne. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des destinations qu'on dirait européennes du point de vue géographique. C'est-à-dire qu'il y a sûrement les pays programmes, donc les 28 pays de l'Union européenne, plus 6 pays de plus, Turquie, Suisse, Norvège, Liechtenstein, Islande, Macédoine. Mais en plus, les dispositifs s'ouvrent aussi à des pays partenaires, et notamment des pays de l'Europe et des Balkans, des pays méditerranéens, la Russie et même des pays de l'Est et l'Europe. Donc, en réalité, il y a beaucoup de destinations, on pourrait compter au moins une cinquantaine de destinations. Qu'est-ce que c'est ? Ça permet en fait d'un jeune, tout public, de 17 à 30 ans, d'aller s'investir au sein d'une association, une ONG, une association non-profit ou une collectivité municipale dans un pays étranger. Donc le but, c'est permettre aux jeunes de s'investir au sein d'une mission et donc de pouvoir réaliser des missions de volontariat. Donc ce jeune qu'on va appeler le volontaire, pour service volontaire européen, est accompagné avant, pendant et après par les structures impliquées dans le projet. C'est pour tous les jeunes âgés de 17 à 30 ans. Aucune formation, expérience, diplôme ou connaissances linguistiques ne sont requis. Voilà, et si vous voulez, c'est l'un des avantages du dispositif, c'est-à-dire qu'en fait, un peu tout jeune peuvent participer et au contraire, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a en fait 3 interlocuteurs, comme on disait, il y a les volontaires déjà, donc c'est lui un peu qui doit faire la démarche de pouvoir partir. Il faut qu'il s'adresse à une... Mais ça, on le verra un peu plus tard, comment participer. Juste avant, le SVE, pourquoi ? Quel est l'intérêt pour le partenaire d'accueil et ensuite l'intérêt pour le volontaire ? Alors, j'ai commencerai avec l'intérêt pour les volontaires, permettre aux jeunes de vivre une expérience qui est quand même unique dans la vie de la personne, parce que ça lui permet déjà de se confronter à une réalité culturelle, linguistique, qui est sûrement différente de sa réalité d'origine. Donc, c'est aussi vouloir se mettre en discussion, vouloir se confronter avec soi-même. C'est un développement tout à fait personnel et sûrement professionnel, parce qu'il ne faut pas quand même oublier que les jeunes acquièrent des compétences qui ne sont pas seulement personnelles humaines, mais surtout aussi professionnelles. C'est-à-dire que ce seront des compétences qui pourra tout à fait mettre en valeur sur son CV, et à savoir qu'à la fin du SVE, en fait, les jeunes sont invités à écrire un certificat qui s'appelle le Youth Pass et qui fait partie justement de ces dispositifs des reconnaissances qui attestent de la participation et de la contribution du volontaire au projet. Mais c'est pas seulement une attestation à la participation, c'est vraiment un certificat qui témoigne tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a fait pendant son projet. Quel est l'intérêt pour la structure d'accueil, puisqu'il y en a un ? Alors, oui, évidemment, normalement, sinon ça n'existait pas, on n'aurait pas eu des associations d'accueil. L'intérêt, c'est celui de pouvoir avoir une personne étrangère qui amène donc avec elle-même son point de vue, sa culture, sa langue. Bien sûr, c'est pour la plupart des associations qui travaillent quand même avec l'international. Donc, le fait de pouvoir avoir une personne qui parle une langue étrangère, pour la plupart des fois aussi l'anglais, ça permet sûrement une ouverture,
une dimension plus européenne, ça apporte une dimension plus européenne à l'association d'accueil. Pourquoi participer au service volontaire européen? C'est aussi, alors on l'a dit tout à l'heure, c'est utile à un développement personnel, éducatif et professionnel. C'est également vivre une expérience de citoyenneté active. Mais encore. Oui, alors si, parce que quand même lors du SVE, on rencontre d'autres étrangers par exemple, on rencontre d'autres jeunes volontaires qui viennent de partout en Europe et donc la possibilité de pouvoir communiquer avec eux, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, mais l'intérêt, la chose amusante, si vous voulez, c'est aussi ça, l'effet de pouvoir peut-être chacun parler sa langue, mais on se comprend quand même. Donc, on voit que justement, il y a d'autres jeunes qui sont intéressés à partir, qui sont intéressés à découvrir, et on se rend compte comme l'Union européenne, ça s'est fait aussi sur les terrains, ça s'est fait sur la vie de tous les jours, parce que les volontaires sont justement invités. C'est ce qu'on disait au début de l'émission. Les volontaires ce genre d'engagement. Voilà, parce que je dis, les volontaires sont vraiment invités aussi à collaborer l'un avec l'autre, donc c'est vraiment un partage d'expériences et de background. Comment participer au SVE? Juste avant ça, quels sont les domaines d'intervention? Puisqu'il y a des domaines, il y a l'art, la culture, le social, lutte contre les exclusions, mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que c'est vraiment très 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 vaste, très large. Ça peut aller de l'handicap, enfance, ça peut être de la culture média, promotion du patrimoine culturel ou environnemental, ça peut être la protection de l'environnement, ça peut être le développement durable, ça peut être la lutte contre l'homophobie, ça peut être les sports. Les sports, il y a beaucoup d'associations aussi sportives qui participent à des projets des SVE. Ça peut être sur l'animation, ça peut être... Alors, vraiment... parmi tous ces projets, le projet peut être individuel, mais également de groupe, il me semble. Non. Alors, des groupes, ce sera plutôt pour les SVE de court terme. D'accord. Alors, pour des SVE de court terme, c'est-à-dire de la durée maximale de 2 mois, oui. Alors, dans ce cas-là, il y aura plutôt des groupes, des projets, des groupes. C'est-à-dire des projets des groupes. Donc, comme par exemple promouvoir la culture dans une ville européenne en particulier. Donc, notamment, il y a beaucoup de jeunes qui sont appelés, un groupe assez nombreux de jeunes qui est appelé pour pouvoir créer des activités sur ça. Sinon, les projets individuels, ça ira de 2 mois jusqu'à 12 mois maximum. Voilà. Combien ça coûte ? Ça coûte presque rien, c'est-à-dire c'est presque gratuit pour les volontaires, dans le sens que tout est pris en charge par la Commission européenne. Donc la seule peut-être dépense qui sera à charge les frais de voyage, les frais de voyage, mais encore parce que quand même les transports est couvert à hauteur de 275 €. Donc normalement c'est un chiffre, c'est un montant qui arrive à couvrir assez facilement, disons, les déplacements. Donc disons que c'est presque totalement gratuit pour les volontaires. Quelles sont les démarches si l'on est âgé de 17 à 30 ans et qu'on est intéressé pour un service volontaire européen? À qui s'adresser? Comment constituer un dossier? Comment faire? Il faut trouver une structure d'envoi. Qu'est-ce que c'est? Une structure d'envoi, c'est en fait une structure qui est accréditée à l'envoi des volontaires européens. Par exemple le CRIJ. Voilà, le CRIJ, la Maison de l'Europe, non? Non, on n'est pas vraiment une structure d'envoi. Non, on n'est pas labellisé pour cela. Et donc, il faut trouver une structure. Le CRIJ. Voilà, le CRIJ Limousin. Oui. Et à savoir quand même qu'il existe une base de données européenne qui est en fait les EBS Database. Et sur ces sites, sur cette base de données, toutes les associations accréditées à l'envoi, à l'accueil, à la coordination des services volontaires européens sont recensées sur les databases. Donc, les jeunes peuvent déjà trouver son structure d'envoi dans les databases. Une fois qu'il a trouvé cette structure, il faudra trouver la structure d'accueil. Et c'est ça, en fait, qui prend un peu plus de temps. Disons qu'on ne part pas forcément tout de suite avec les SVE. Il faut quand même prévoir au moins 6-8 mois de délai parce que ce n'est pas évident de pouvoir trouver une structure d'accueil dans les pays étrangers. Vous vouliez dire quelque chose, Madame Oui, Valadas? je voulais rajouter par rapport aux structures qui peuvent envoyer, il ne faut pas oublier l'OFAGE, Office franco-allemand pour la jeunesse, parce que là, les conditions d'âge sont légèrement différentes, mais l'OFAGE ouvre aussi beaucoup de possibilités à des jeunes, donc français ou allemands, qui veulent connaître l'autre pays.
avec un système aussi de bourse. Et je pense que ça rejoint, même si ça ne s'appelle pas forcément service volontaire européen, mais c'est dans le même esprit. Oui. Oui, si, le FAGE, ils ont plutôt des volontariats. Enfin, ils existent beaucoup. Est-ce qu'on peut rappeler l'adresse de l'OFAGE et l'adresse du CRIGE? Alors l'adresse du CRIGE, oui, pour l'OFAGE, moi je peux juste vous donner le site. C'est donc www.volontariat.ofage.org. Alors, qui est celui du CRIGE? C'est les CRIGE Limousin 13 Cours-Jourdan. Et on a nous aussi un site internet. Et en fait, on vient de créer une page Facebook sur les dispositifs. C'est bien. Ça, j'en fais la publicité, bien sûr. Alors, SVE et CRIGE Limousin. Donc, vous pouvez connecter aussi sur les web, sur la page Facebook et après sur les sites aussi du CRIGE, crigelimousin.org. Est-ce que ce dispositif de mobilité, le SVE, a été mis en place dans un souci d'intégrer la jeunesse qui hésite sur son avenir ou comme une forme d'emploi déguisé, une substitution d'emploi classique? Je ne pense pas que ce soit un emploi déguisé. Disons ça dépend justement du fait qu'on reste dans l'associatif quand même. On reste dans l'associatif. Il y a des emplois aussi dans l'associatif. Oui, mais ce que je veux dire, c'est quand même c'est une association qui accueille les volontaires. Et d'après mon expérience, qui est sûrement quand même très modeste, mais j'ai commencé quand même à avoir rencontré pas mal d'autres volontaires européens, les structures font vraiment l'impossible pour que les volontaires soient à l'aise avec son projet. Et au contraire, l'objectif du volontariat, c'est vraiment permettre aux jeunes de développer ses compétences, ses connaissances. Donc, il a même les droits et la possibilité de pouvoir créer son projet personnel. Alors, est-ce que ça ne serait pas une solution contre les crises ou la possibilité de commencer à travailler dans une période de crise? Alors, il est évident que les services volontaires, comme certains stages Erasmus aussi, peuvent permettre à des jeunes d'accéder à une première expérience d'emploi. C'était le cas du programme Eurodyssée qui, pour le moment, n'est pas renouvelé. On ne sait pas exactement où ça va en être. Mais sinon, c'est le principe d'accéder à un premier emploi de façon, on va dire, uniquement dans le domaine associatif et sans contrainte très forte quand même au niveau des résultats. Parce qu'il est évident que le jeune qui arrive, qui ne parle pas forcément la langue du pays ou qui ne la parle pas bien en tout cas, il faut un certain temps avant qu'il s'adapte correctement et qu'il soit, entre guillemets, rentable. Or, dans une association, on ne demande pas la rentabilité. Alors, le service volontaire européen se place dans une mission d'intérêt général. Oui. On est d'accord. N'est-ce pas là un beau principe qui peut parfois masquer bien une réalité plus crue? Le volontaire ne serait-il pas un super stagiaire? Qu'est-ce que vous appelez un super stagiaire? Eh bien, quelle différence entre un volontaire et un stagiaire? Eh bien, écoutez, moi, je n'ai pas connu à la Maison de l'Europe de volontaires en service. Les missions ne sont peut-être pas les mêmes. Les missions ne sont sans doute pas les mêmes. Je sais qu'on en a eu une fois. Ça s'est moyennement passé. Je n'étais pas encore du tout dans l'association. Par contre, c'est vrai qu'avec les stagiaires que nous prenons, des stagiaires étrangers, qui restent en général 6 semaines, ou 8 semaines, cela se passe très bien parce que on peut noter que beaucoup de nos stagiaires ont déjà fait un stage Erasmus à l'université de Limoges et ont envie de rester quelques mois de plus sur Limoges et de parfaire à la fois leur connaissance de la langue, leur connaissance de la culture française. Ils ont envie de rester sur Limoges. Je n'hésite pas à le dire parce que ça n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Une autre différence entre stagiaires et volontaires, c'est que pour la plupart du temps, les stagiaires quand même touchent une indemnité, une bourse, disons, une bourse des stages, alors que ce n'est pas forcément les cas du volontaire, notamment dans les SVE. Les volontaires touchent un argent des poches qui peut varier entre 80 et 130 euros. Et c'est justement l'argent qui lui est donné pour pouvoir permettre de profiter de la vie
vie quotidienne sur place, parce qu'après, tout le reste est pris en charge par les dispositifs. Donc, si vous voyez, il y a aussi cette différence de vouloir s'émettre, vraiment s'investir au sein d'une association pour pouvoir se dire aussi, je fais quelque chose pour les autres, même sans forcément toucher une indemnité. Oui, Voilà. mais le stagiaire, il touche au grand maximum 400 à 480 euros. Et avec cela, il doit se nourrir, se loger, etc. Donc, je ne suis pas sûre que le SVE soit en plus grande difficulté financière. Voilà. En quoi le SVE est utile à la jeunesse et à la communauté? Et c'est aussi, de la part de la communauté européenne, une intention de mixité sociale, je suppose. Oui, bien La sûr. mise en place de ce Voilà, dispositif. puisqu'on ne demande pas il n'y a pas de contraintes au niveau des étudiants, hein, alors que le programme Erasmus+ s'adresse vraiment majoritairement à des jeunes qui font des études supérieures. Dans le SVE, on peut sortir par exemple avec son bac ou même pas et partir. Voilà, donc c'est complètement différent à ce niveau-là. Qu'est-ce qui change dans cette expérience à l'étranger par rapport à une expérience dans son propre pays? Ben, je pense qu'il y a un dépaysement qui est très fort. Enfin, on peut demander à Martina. Ben oui, tout à fait. Alors après, pour ne pas avoir travaillé en Italie. Voilà. Mais oui, non, si tout à fait. On arrive au début, on est complètement perdu parce que déjà... Les repères ne sont pas les mêmes. Les repères ne sont pas les mêmes. La langue, on la maîtrise pas forcément. Donc, c'est sûrement bien de pouvoir partir dans un programme, un dispositif comme celui-ci, que ce soit Erasmus, que ce soit SVE ou que ce soit Eurodyssée, parce que ça permet vraiment aux jeunes d'être encadrés. Lucille Valadas, un événement comme celui-ci, un événement comme ce week-end, cette fête de l'Europe organisée place de la Motte, autour de la fête de l'Europe, comme je viens de le dire, l'installation d'un village européen, c'est aussi un appel à la mobilisation des jeunes. Oui, bien sûr, parce que je voulais rappeler, là, parce que nous avons autour de nous, en dehors de la Maison de l'Europe, il y a des comités de jumelage qui sont représentés. Et hier, par exemple, le comité de jumelage d'Aix-sur-Vienne a fait intervenir des groupes folkloriques où, contrairement à ce que nous voyons en France, il y avait beaucoup de jeunes qui participaient avec une ambiance extraordinaire. Donc des jeunes entre 15 et 20 ans qui étaient là, qui n'avaient pas honte, entre guillemets, d'être dans un groupe folklorique. Merci Martina Massoli, actuellement en service volontaire européen au CRIJ à Limoges, et Lucille Valadas, présidente de la Maison de l'Europe en Limousin, pour votre aimable participation. Je vous propose, l'une de vous deux, de laisser la place à Martin Forst, puisque nous n'avons que 2 micros invités, nous sommes obligés de faire ce changement de plateau en direct. L'émission touche presque à sa fin, et sans transition, je vous propose tout de suite de parler du dispositif Erasmus Jeunes Entrepreneurs, et ensuite d'un sujet d'actualité, le Brexit. Qu'est-ce que c'est? Comment bien comprendre la situation? Les pour, les contre. Pourquoi la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne? Quelles conséquences? Éléonore, qui est juste à côté de moi, interroge tout de suite Martin Forst à ce sujet, actuellement directeur international et Europe de la Chambre de commerce et d'industrie du Limousin. Je laisse la parole à Éléonore. Merci Caroline. Bonjour à tous. Bonjour Martin. Alors oui, Bonjour. comme vous l'avez dit Caroline, on va parler du Brexit. Mais avant, vous souhaitiez nous parler d'un sujet qui vous tient à cœur, le programme Erasmus Jeunes Entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, déjà? Alors, vous venez de parler beaucoup d'Erasmus, du service volontaire européen, etc. Depuis quelques années, il y a un programme Erasmus qui est aussi pour les créateurs d'entreprises. C'est-à-dire qu'on est après le stage, après la période de volontariat. On est déjà dans la vie active. On est dans la vie active, c'est-à-dire qu'on est créateur d'entreprise. Et le principe est le même, hein. Il y a une structure d'envoi. Donc la CCI Limousin est une structure d'envoi et une structure d'accueil. La CCI Limousin est une structure d'accueil. Elle trouve des entreprises dans le secteur des créateurs qui souhaitent accueillir un jeune créateur qui sera leur homologue dans quelques années ou quelques mois. Donc Erasmus, ça s'étend au-delà de l'université. Comment participer à ce programme? Est-ce que c'est la CCI qui va démarcher les entrepreneurs ou est-ce que c'est à eux de le faire? Alors, nous, on démarche plutôt les entreprises d'accueil et les entrepreneurs qui veulent partir viennent nous voir. Généralement, c'est parce qu'ils ont un projet, hein, donc ils sont beaucoup plus difficiles à identifier.
Mais ils viennent. Et en fait, nous, on est centre sur Limoges, mais on a des appels et des demandes de toute la France. D'accord. Alors, comment ça fonctionne? Quel est l'intérêt pour une entreprise d'aller dans un autre pays? Est-ce que c'est pour vendre plus? Comment ça marche? Alors, pour le jeune qui crée enfin le jeune, hein, c'est de 18 à 65 ans jeune, hein, donc c'est presque donc comme ça ratisse large. Ouais, ouais. Mais c'est le jeune créateur d'entreprise, c'est un peu le même intérêt que ce dont vous avez parlé tout à l'heure pour un étudiant, quoi. C'est d'aller découvrir un autre monde, une autre culture, une autre manière de fonctionner, une autre organisation du monde du travail. Pour l'entreprise qui accueille, eh ben, c'est une compétence qui vient, il y a un échange, et puis surtout, je pense que pour les gens qui accueillent, il faut penser à l'après, c'est-à-dire que quand le jeune repart dans son pays, crée son entreprise, eh ben, il est un contact ou un point de chute pour l'entreprise qui l'a accueilli quand il était en phase démarrage. Donc, dans le cas d'un Brexit, par exemple, comment ce type de programme pourrait survivre en Europe? Alors, c'est le grand saut, là. Hein, et puis là, je vais plutôt prendre ma casquette personnelle que la casquette de la Chambre de commerce, parce qu'elle n'a pas de position sur le Brexit. Hein, mais, alors, très honnêtement, je ne sais pas comment un jeune Britannique ou une entreprise britannique pourra accueillir un Européen si jamais il y a un Brexit, hein, donc au terme hein, de la phase transitoire qui aura lieu si jamais le vote du 23 juin est négatif. D'accord, donc effectivement, comment parler de l'Europe en ce moment sans parler du Brexit? L'épée de Damoclès qui plane juste au-dessus de nos têtes jusqu'au 23 juin. Donc on le rappelle pour les auditeurs, Brexit, c'est la contraction de British et Exit, qui veut dire tout bonnement la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Vous qui vivez en France depuis plus de 20 ans maintenant, Martin, quelle est votre position là-dessus? Comment vous percevez le Brexit? Ben, je le perçois pas très bien, très franchement. Et pas seulement au niveau personnel, parce qu'il va y avoir tout un tas de problèmes en cascade pour les Britanniques qui vivent ou qui travaillent en Europe, parce qu'ils vont devenir tout d'un coup des extra-communautaires, quoi. Enfin, ou du moins à l'issue du processus de séparation. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques sujets en Europe qui reviennent de manière un petit peu obsédante, quoi, hein. C'est les migrants, le Brexit, la montée des intolérances, enfin des choses comme ça. Je pense que le Brexit est un moment effectivement de montée. Ce n'est pas du tout sûr que la sortie soit votée. Et puis ensuite, je pense que si jamais ça l'est, ce sera très très long et relativement douloureux, notamment pour les Britanniques, peut-être moins pour les autres continentaux, et ça va s'étirer sur plusieurs années. Là où c'est plus inquiétant, c'est que s'il y en a un qui part, c'est un petit peu comme le pull qui commence à se détricoter. Est-ce que d'autres vont pas vouloir partir, vouloir demander des dérogations? Alors justement, à ce sujet, pour qu'on puisse bien tout situer, qui est contre le Brexit en Europe et même déjà en Angleterre? Alors, si on prend le Royaume-Uni, on va pouvoir dire que la majorité des Écossais sont contre, et sans doute la majorité des Gallois. Le SNP écossais ou le Plaid Cymru gallois. Ouais, ouais. Mais même on va dire des le peuple gallois en général. Le peuple gallois ou le peuple écossais sont majoritairement contre le Brexit. Aujourd'hui, il y a encore, il semblerait, une majorité d'Anglais qui ne soient pas vraiment favorables à un Brexit. Donc, voilà, si on regarde l'île. Ensuite, en Europe, vous avez deux attitudes. Hein. Vous avez plusieurs attitudes. Vous avez ceux qui jouent sur le catastrophisme, entre guillemets, et qui bénéficieraient sans doute d'un Brexit. C'est tous les mouvements extrêmes et anti-européens qui montent partout. On a UKIP déjà, par exemple, chez les Britanniques, qui se positionne en faveur d'un Brexit pour, soi-disant, contrôler l'immigration, faire revenir une économie plus majoritaire au niveau de Londres, qui pourrait déjà siéger à l'Organisation mondiale du commerce, par exemple. Oui. C'est un argument qu'ils ont avancé après. Oui. Donc je pense que cet argument-là, Obama y a mis un terme la semaine dernière de manière très claire. Hein. Il a dit, bon, ok, les Anglais, enfin, vous voulez sortir de l'Union européenne, il n'y a pas de souci, mais vous serez les derniers dans la file des pays qui demandent à négocier des accords commerciaux. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas intégré. Dans ce monde actuel, les nations qui exercent leur pouvoir de la façon la plus efficace sont celles qui le font collectivement. Mais il a quand même été taclé d'hypocrite et l'ensemble des Britanniques ont un peu fustigé
sa tribune dans le Daily Telegraph. Enfin, pas l'ensemble, mais c'est normal, c'est extrêmement tendu comme sujet. Et toutes les personnes qui se prononcent, qu'elles soient, on va dire, britanniques ou étrangères, qu'elles soient d'un pays réputé comme un pays ami ou un pays, on va dire, où les relations sont plus complexes, c'est très difficile à gérer et les sensibilités sont quand même à fleur de peau, quoi. Après, vous avez des arguments, et ça c'est quelque chose. Il doit nous rester 30 secondes, un truc comme ça. Non, il vous reste un peu 3 moins de minutes. 5 minutes. Mais c'est la grande différence qu'il y a toujours eu entre, on va dire, la relation du Royaume-Uni avec l'Europe et la relation, on va dire, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne avec l'Europe, c'est que au Royaume-Uni, il y a eu dès le premier jour un débat permanent, plus ou moins malveillant ou bienveillant, mais il y a eu un débat. Puis dès le départ, ils avaient pour volonté de ne pas être totalement dans l'Europe. Ils n'ont pas choisi l'euro comme monnaie, ils n'étaient pas dans l'espace Schengen. Donc dès le départ, cette question, elle était en latence, quoi. Oui, alors c'est un départ qui est parti du milieu, parce que si vous prenez le départ, donc Messine en 56, les Britanniques en faisaient partie. Puis après, ils ont décidé de ne pas en faire partie. Ils ont quand même, c'est le seul pays qui a demandé à entrer 3 fois dans l'Union européenne, et qui a été refusé 2 fois. Donc c'est très, il n'y a pas du tout noir ou du tout blanc. On est dans le gris en permanence. Donc voilà. Et alors, je voulais revenir sur cette histoire de débat, c'est-à-dire qu'il y a un débat violent au Royaume-Uni, qui a éclaté des partis, explosé on va dire des grandes tendances sur est-ce qu'il faut être dedans, est-ce qu'il ne faut pas être dedans. Ça, il n'y a jamais eu en Europe, sur le continent, entre guillemets, où d'une certaine manière, les élites ont dicté que l'Europe était une bonne chose et qu'il fallait suivre. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Eh bien que dans cette espèce de tendance générale, de défi par rapport aux positions des élites, on a des positions quand même assez hallucinantes, que ce soit en Hongrie, qui sont des entrants récents, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France. Je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu, mais je rappelle quand même qu'un parti fortement anti-européen a fait 40% des voix dans certaines régions, il n'y a pas très longtemps. Et donc amener sur le tapis un tel débat que le Brexit, c'est en fait montrer que les extrêmes montent en puissance. Quelque part, vouloir sortir de l'Europe, c'est se voiler la face. Non, je pense que c'est peut-être une bonne occasion pour que l'Europe réfléchisse à comment elle fonctionne, ce qu'elle doit repenser. Et pourquoi il y a une telle défiance au niveau de la population, dans peut-être pas tous les pays, mais dans de nombreux pays qui sont, on va dire, au cœur du projet historique de la construction européenne. Et là, on est quand même, au niveau des citoyens, on est encore en attente de réponses, on va dire, à la demande des citoyens sur pourquoi l'Europe ne satisfait pas ou ne fait plus rêver. Et dans le cas d'un Brexit, est-ce que l'Europe pourrait se relever financièrement, en tout cas? Je pense que, de toute façon, l'Europe, c'est un concept géographique. L'Europe existera toujours, Union européenne ou pas. Le continent, oui, mais l'Union européenne. L'Union européenne, elle continuera d'exister, sous une autre forme, peut-être. Donc ce serait juste l'explosion du modèle tel qu'on l'a pensé à l'origine. Tel qu'il est devenu. Oui. Donc un référendum est prévenu en juin. Le 23 juin. Le 23 juin. Donc vous êtes optimiste? Il faut bien. L'optimisme, c'est le dernier recours du désespéré. Merci beaucoup, Martin, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. À très bientôt. Merci, Éléonore. C'est la fin de cette émission spéciale à l'occasion de la Fête de l'Europe. Dans ce village européen, c'était prévu, t'inquiète pas, initié par la Maison de l'Europe en Limousin, qui nous a donné la possibilité de cette émission en public et en direct sur RTF 95.4 et sur Émergence FM 93.7, deux radios membres du groupement Les Radios Associatives en Limousin. Merci aux invités pour leur participation. Martin Forst, directeur international et Europe de la Chambre de commerce et d'industrie du Limousin, Lucille Valadas, qui est présidente de la Maison de l'Europe en Limousin, et Martina Massoli, qui est service volontaire européen au CRIJ à Limoges. Merci à Pierre-Louis, également animateur à la Maison de l'Europe, qui en plus de son aide dans l'organisation m'a appris ce que sont les grilles caddies, dont celle derrière moi a failli m'achever tout à l'heure.
Merci à Éléonore pour sa participation. Merci à Yann, à la technique, pour leur participation à tous les deux solidaires. Et merci d'accorder de votre temps à la communauté, quelle qu'elle soit. Je remercie également la brasserie, le Capitaine, sans qui cette émission n'aurait pas pu être retransmise en direct sur nos ondes. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée à tous. Chers Européens, on se quitte avec Céron, Je suis musique. Chantez-moi, je suis musée.